Bonjour à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux et tout le directoire vous présente également ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un webinaire relativement court. Vous avez été informés de la volonté de l'INFN de nous proposer une journée autour de la mise en œuvre du BTS collaborateur juriste notarial qui devait se dérouler sur Paris aujourd'hui. L'actualité sociale a conduit la direction de l'INFN à reporter cette journée, probablement au mois de mars. Nous vous donnerons dès que nous aurons la date stabilisée, nous vous en donnerons l'information. Mais pour l'heure, il nous a semblé important de vous proposer malgré tout un court webinaire sur la certification, notamment du bloc 7. Pour rappel, le BTS CJN a 6 unités d'épreuves et la numéro 3, la E3, se subdivise en une E31 qui a pour objet l'évaluation du bloc 7 et en une E32 qui a pour objet l'évaluation du bloc 8. Le bloc 7, qui s'intitule Éléments fondamentaux du droit, se déroule pendant la première année du BTS et donc en ce moment même. Et nous avons pensé que c'était donc maintenant que vous vous posiez les questions et qu'il était important de revenir sur les modalités de certification au mois de janvier et de ne pas attendre cette journée du mois de mars pour vous fournir ces informations. D'où ce webinaire un peu improvisé. Nous nous excusons voilà, de la manière dont vous avez été informés, pas très à l'avance, un peu dans la précipitation, mais ceci explique cela, ça a été la clé de l'adaptabilité. Pour autant, nous sommes ravis de voir qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment 50. Ce webinaire donc est enregistré. Il sera mis à disposition sur les sites de ressources habituels, à savoir le CRCF, et nous allons essayer de le mettre également sur l'espace Via Éduc pour que tout le monde, tous les collègues et tous les inspecteurs puissent y revenir autant de fois qu'il est nécessaire. Et bien évidemment, nous allons vous laisser aussi un espace de partage à l'issue de la présentation. Donc, je vais laisser Madame Prolongeau, IAIPR, dans l'Académie de Nantes, réaliser cette présentation. Je vous demande de bien vouloir être prudent et d'éteindre vos micros. Il y aura un espace pour les questions en fin de présentation. Donc, vous pouvez, au fur et à mesure, mettre vos questions dans le chat. Nous allons les guetter. Mais les questions, sauf si on estime qu'il y a des questions vraiment très urgentes, seront traitées plutôt en fin d'intervention. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien et je passe la parole tout de suite à Madame Prolongeau, donc IAIPR dans l'Académie de Nantes. Bonjour à tous et à toutes. Merci Anne pour l'introduction et qui rappelle effectivement les conditions d'organisation de cette visio. Voilà, on va essayer donc de vous présenter les plus importants sur l'évaluation de ce bloc 7 qui donne lieu donc à cette épreuve E31 pour que vous puissiez effectivement avancer avec vos étudiants de la manière la plus sereine possible. Donc au départ, je vais effectivement rappeler l'organisation, vous présenter donc les documents qui paraîtront dans la future circulaire nationale, un document vous pourrez télécharger. Alors là, ce sont encore des versions non publiées, mais vous pouvez les utiliser parce qu'elles sont relativement stabilisées. Vous allez pouvoir effectivement en prendre connaissance. Et puis une fois que je vous aurai donc montré ces documents, explicités un petit peu le CCF au fil de l'eau, comment aboutir au positionnement de votre étudiant, il y aura une intervention de mesdames Boulouise et Gautron du lycée Jean Baudin au Pont-de-Cé qui vous présenteront un cas pratique de niveau 3, ça vous parlera un peu plus tout à l'heure, avec donc leurs ressources et aussi un document appui sur la méthodologie du cas pratique qui voilà, s'il rappelle une méthodologie que vous connaissez tous, il a l'intérêt et le mérite de le présenter sous une forme extrêmement accessible pour nos étudiants. Comme le disait Anne,
il est bien certain que il va y avoir des questions. Je vous propose donc d'avancer. Puis effectivement, une fois que j'aurai présenté un petit peu le déroulé de ce CCF au fil de l'eau, eh bien, je reprends un petit peu le fil des questions. Et s'il y en a vraiment une qui est particulièrement importante, Alexandra ou Anne peut-être pourra y répondre ou pourra prendre la parole pour me le signaler. Très bien. Alors, je vais donc couper ma caméra. Voilà. Donc un rappel, deux choses qui vous sont déjà parfaitement connues sur l'évaluation des éléments fondamentaux du droit, donc qui se déroule sur la première année du BTS CJN, avec une évaluation donc pour les établissements habilités au CCF, une évaluation dite au FIO. On va y revenir très longuement puisque c'est vraiment l'objet de ce webinaire. Puis j'ai quand même rappelé qu'effectivement pour les établissements, les organismes de formation non habilités, c'est une épreuve avec un écrit de 3 heures, avec un sujet qui invite le candidat à traiter 3 exercices parmi les activités suivantes: l'analyse et l'exploitation des résultats d'une veille juridique, la résolution d'une pratique, l'analyse d'une décision de justice, l'analyse d'un acte. C'est complètement la même chose que ce que nous devons faire évidemment dans le cadre du CCF. Les activités sont évidemment rigoureusement les mêmes. Alors, je continue. Voilà, donc pour cette évaluation en CCF, donc vous le savez, c'était écrit référentiel. Il s'agit d'un dossier numérique personnel du candidat qui doit être constitué tout au long de l'année et permettre ensuite au professeur en charge du bloc 7 de porter une évaluation sur le niveau atteint du candidat. Le dossier numérique, il doit rendre compte donc pour chacune des activités dont on a parlé à l'instant, les 4 fameuses activités, les éléments suivants, donc la nature de l'activité, s'agit-il d'une activité ou d'une analyse de décision de justice, la date et la durée, donc effectivement la date, on reverra, c'est important par rapport effectivement au positionnement dans l'année, par rapport au degré évidemment de difficulté potentielle, mais surtout la durée. Est-ce que c'était un devoir de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures dans certains cas, si jamais vous avez cette possibilité d'organiser, ça me semble peut-être un peu beaucoup, mais enfin voilà, en tout cas il faut nous indiquer la durée. Les conditions de réalisation, est-ce qu'on était sur un devoir sur table, est-ce qu'on était sur un devoir, on y reviendra tout à l'heure, il y a une grande liberté dans la manière dont vous organisez le travail de vos étudiants, et par exemple évidemment typiquement les activités de veille ont plutôt vocation à être réalisées en dehors du temps en classe. La méthodologie et les moyens mis en œuvre, donc la méthodologie, ça peut être très très court, ça peut être la méthodologie du cas pratique, ça pose pas de problème, on voit très bien de quoi il s'agit. Les moyens mis en œuvre, ça peut être effectivement, par exemple pour la veille, de dire qu'il y a eu des recherches de fait avec la professeure documentaliste ou soi-même chez soi, enfin que sais-je. Chaque compte-rendu d'activité, donc ça c'est le texte même du référentiel, il n'y a pas d'ajout, est accompagné donc des productions réalisées par le candidat et de l'évaluation qui a été faite par le ou les professeurs. Donc, alors il y a plusieurs manières d'imaginer les choses, tout dépend un petit peu cette évaluation que vous avez pu faire des différentes activités. Soit vous l'avez annoté directement sur la copie, soit vous faites une feuille à part, ça dépend complètement de vos pratiques, là il n'y a absolument rien de préconiser. Toujours est-il que vos étudiants, en principe, ils composent sur papier. Ça me paraît assez logique pour l'immense majorité d'entre eux, même si pour certains, peut-être, y a-t-il possibilité de le faire autrement. Donc, dans ces cas-là, en fait, ce dossier numérique, il y a 2 possibilités. La première, c'est que, tout simplement, ils fassent un PDF de leur copie. Ça se fait très bien avec un téléphone portable. C'est pas forcément nécessaire de mettre à disposition la photocopieuse de l'établissement. En tout cas, voilà, ils peuvent tout à fait générer un PDF à partir de leur copie. Si vraiment ça posait des problèmes techniques, on pourrait très bien imaginer que ce dossier numérique, il y ait également une dimension papier, qui serait effectivement que le professeur récupérerait. Bon, ça peut s'imaginer. C'est pas c'est pas au cœur de la problématique. Là, on est sur un aspect très pratique. Dans l'idéal, même pour vous, quand vous allez venir en réunion d'organisation, c'est quand même mieux d'avoir des dossiers numériques pour tous les candidats. Mais si certains, effectivement, ne
à scanner leurs documents et générer des PDF à partir de leurs copies, eh bien, ils deviendront en document papier. Par contre, ils auront quand même à réaliser effectivement un petit compte rendu pour dire effectivement quel type d'évaluation ils ont pu être à faire. Ensuite, donc dans ce document, ce dossier numérique, il va y avoir un tableau de synthèse des activités qui ont été réalisées. Alors c'est le professeur qui réalise ce tableau de synthèse en fonction du niveau de difficulté des activités qui ont été réalisées. Donc vous le savez, dans le référentiel, il y avait au moins 2 évaluations qui devaient être faites par type d'activité. Alors vous pouvez en faire figurer plus sur votre tableau de synthèse. Ça peut parfaitement être un tableau de synthèse identique à tous les étudiants. En revanche, parfois, un étudiant qui aurait été malade le jour d'une évaluation, vous pouvez très bien demander un devoir à faire soit sur table, soit en dehors, et vous pouvez très bien compléter son tableau de synthèse si vous le souhaitez. Ça pose pas de difficulté s'ils sont rigoureusement identiques pour tous les étudiants. Alors, comment est-ce qu'on arrive à positionner dans ce tableau de synthèse les différentes activités en fonction du niveau de difficulté? Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Quelque chose d'assez simple, hein. Je voudrais vraiment vous rassurer, il n'y a pas énormément d'informations à donner dans ce tableau. Ce qu'il nous faut savoir, c'est effectivement si vous avez bien donc pu évaluer chacune des activités, donc au moins 2 par type, hein, et quel était le degré de difficulté de ces activités. Alors là, sur le tableau qui apparaît, donc qui est l'affiche en fait de tableau de synthèse, hein, qui sera mise effectivement dans la circulaire et que vous pourrez télécharger. D'ailleurs, vous pourrez télécharger aussi le diaporama. Hein. Normalement, vous avez une petite flèche en bas. Donc ce là, vous faites apparaître effectivement le cas pratique, par exemple niveau 1 que vous avez réalisé. Alors là, j'avais mis novembre 2022, c'est-à-dire plutôt pratique de début d'année, plutôt fait pour découvrir la méthodologie. Et puis voilà, vous avez décidé finalement de travailler beaucoup plus le cas pratique, donc avec un niveau 2, un niveau 3, pour compléter effectivement, pour vraiment un exercice auquel il soit rompu. Donc vous avez fait le choix, par exemple là dans le tableau, d'évaluer à 3 reprises dans l'année le cas pratique. L'analyse d'arrêt, vous avez peut-être travaillé des analyses d'arrêt, analyse de décision de justice. J'ai dû oublier de remettre à jour le PowerPoint ici. Hein. Le référentiel parle bien de décision de justice. On vous l'avait dit, à la fois un arrêt, à la fois un arrêt de contestation. Ça peut être aussi un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ou de la CEDH. Donc voilà, il y a une grande liberté là-dessus. En tout cas, vous pouvez bien donc avoir travaillé et évalué un niveau 1 avec vos élèves, travailler du niveau 2 en classe, mais à titre formatif, parce que le but, c'est d'augmenter la pression évaluative sur vos étudiants, et donc ne pas apporter de notes sur les cas pratiques de niveau 2 que vous avez travaillé. Et puis, plus tard dans l'année, là je l'avais mis au 12 décembre, vous avez pu évaluer peut-être une analyse d'un arrêt en classe, ou voilà, ça aurait pu être aussi éventuellement un devoir maison, mais il me semble que c'est peut-être mieux quand même pour les analyses d'arrêt, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, de les réaliser plutôt en classe. Donc là, vous avez fait le choix de positionner un niveau 1 et un niveau 3 sur l'analyse d'arrêt. Sur la veille, donc là, vous avez fait un choix différent. Vous avez évalué un niveau 2 de veille. Donc là, j'avais mis comme exemple une veille sur le projet de loi, hein, veille réalisée par exemple en novembre 2022. Donc c'est une veille d'ambition plus modeste que celle qu'on voit apparaître au niveau 3. Il va y avoir des descriptifs près pour vous aider à positionner entre le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Veille sur l'actualité en matière de succession, par exemple, réalisée sur la période de mars à avril. Là, on voit tout de suite que c'est une veille d'une ampleur plus importante, qui s'échelonne dans le temps avec pourquoi pas des rendus, etc. de manière régulière. Et puis, pour l'analyse d'un acte, vous avez analysé une reconnaissance de dette, peut-être sur le chapitre sur la preuve, en décembre 2022. Donc voilà, vous avez évalué, c'était un acte assez simple, assez court, avec peu d'effets juridiques à analyser, donc il est plutôt positionné en niveau 1. Et vous avez peut-être travaillé d'autres actes sur le niveau 2 au cours d'année, mais vous avez décidé de ne pas les évaluer. Et du coup, vous avez plutôt évalué un règlement de copropriété qui là effectivement va être une analyse d'acte de niveau 3. Voilà, donc c'est pas la difficulté effectivement, c'est d'arriver à se mettre d'accord à peu près sur ce qu'est
exercice de niveau 1, un exercice de niveau 2 ou un exercice de niveau 3. Donc, je vais y venir tout de suite. Donc, vous allez avoir ce document à disposition qui vous donne des échelles descriptives pour vous permettre de positionner les activités que vous avez pu faire réaliser aux étudiants. Alors, dans les 4 activités qui existent, cas pratique, analyse de décision de justice, veille, et puis le dernier, analyse d'actes, il nous a semblé important d'insister sur le fait que les cas pratiques et les analyses de décision de justice plutôt vocation à être travaillées quand même au niveau 3. Ce sont des activités emblématiques d'un juriste et à l'issue de 2 ans de BTS de BTS CJN, ils ont vocation aussi peut-être à continuer leurs études. Donc ce sont des choses qui, à notre avis, méritent plutôt d'aller sur du niveau 3 de l'année en termes d'évaluation. En ce qui concerne la veille et l'analyse d'actes, ce sont des activités qui vont aussi travailler dans d'autres blocs. Les analyses évidemment dans le bloc immobilier, dans le bloc famille, et puis la veille peut également être travaillée dans le bloc 1, donc sur l'accompagnement du client dans le respect des règles déontologiques. Donc on est, il faut effectivement, en termes de préconisation, on a plutôt effectivement on vous conseille plutôt d'aller sur du niveau 3, sur le cas pratique et l'analyse de décision de justice. Alors, ce sont effectivement des activités qui sont réalisées en première année. Donc, quand on dit niveau 3, ce sont ce qu'on peut attendre de manière raisonnable en termes d'exigence sur une fin de première année de BTS d'un étudiant qui aurait suivi l'intégralité du cours des fondamentaux du droit. Parce que cette grille de niveau, si on la réutilise au niveau master, il faudrait déjà de toute façon la réadapter, mais ça serait pas du tout dans les clous. Donc il faut bien comprendre que là on est tous dans le même bateau pour pouvoir créer nos activités sur une progression tout au long de l'année par rapport au degré de difficulté qu'on peut attendre. Alors si jamais je détaille un petit peu, je vais pas détailler les 4, vous allez pouvoir tout de suite après télécharger le document et regarder à tête reposée l'intégralité des items, mais si je détaille au moins l'item sur le cas pratique. On voit bien sur le niveau 1, la qualification des faits et la formulation de la question de droit sont évidentes, ou alors on attend simplement même l'identification de la thématique, tout dépend où vous en étiez dans le travail avec vos étudiants. L'utilisation du code peut être nécessaire, mais se limite à un travail de repérage, c'est-à-dire qu'il doit apprendre à manipuler le code, rechercher peut-être un article dont il a besoin. Si un corpus est fourni, parce que rien ne vous interdit de fournir plus, les annexes mobilisent des concepts simples, évidemment, et les ressources sont mises en annexe pour guider le raisonnement de l'apprenant. Autrement dit, on sait qu'on est en début d'année, le degré de maîtrise des nombreux concepts peut être, conforté par certaines annexes. La résolution du cas pratique vise principalement l'acquisition de la méthodologie. Donc, en fait, l'objectif de ces cas pratiques de niveau 1, c'est surtout pour présenter un petit peu la manière de travailler lorsqu'on résout un cas pratique. Et le raisonnement juridique à construire est relativement élémentaire puisque les concepts mobilisés sont peu nombreux. Autrement dit, on est vraiment sur un cas pratique qui permet de se familiariser avec la méthode, qui mobilise peu de concepts. La qualification des faits reste assez simple, assez transparente. Sur le niveau 2, donc cette fois-ci, la qualification des faits nécessite une analyse juridique. Il y a peut-être des faits non utiles à écarter et il y a vraiment à trouver peut-être plusieurs d'ailleurs qualifications juridiques au fur et à mesure de l'analyse du cas. Le code peut avoir à être exploité de manière approfondie. Alors c'est plus qu'un simple travail de repérage. Là, on est sur l'identification et la mobilisation d'articles et éventuellement de jurisprudence qu'on peut trouver dans le code. Si un corpus est fourni, toutes les ressources utiles à la résolution du cas ne sont pas données. Autrement dit, évidemment, le candidat va mobiliser des connaissances personnelles en plus des éléments évidemment que vous avez pu lui mettre. La formulation du problème de droit suppose un degré d'abstraction et d'analyse. Alors ça, vous le reverrez, puisque dans certaines attentes, vous retrouverez ensuite dans la grille d'évaluation des choses
évidemment avec ce niveau de difficulté attendu. Le candidat mobilise des connaissances personnelles, c'est ce que je vous disais à l'instant, pour faire un raisonnement juridique dans le respect de la méthodologie et ainsi que du vocabulaire associé, évidemment, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à construire un raisonnement juridique qui soit rigoureux, pertinent, voilà, et tout ça, ce sont des choses que vous aurez effectivement à évaluer. Sur un cas pratique de niveau 3, cette fois-ci, la qualification des faits est difficile au regard de la complexité du dossier et ou des concepts mobilisés. Difficile mais accessible pour un élève de première année par rapport à ce qu'il a vu, à ce qu'il a travaillé avec vous et éventuellement aussi avec vos collègues, puisqu'on sait qu'il y a des notions, hein, vous l'avez présenté lors du séminaire l'an passé, qui peuvent être travaillées à la fois dans les fondamentaux du droit et à la fois dans l'autre bloc. Le code peut avoir à être exploité de manière approfondie, comme tout à l'heure. Je l'ai remis parce que c'est pas parce qu'on est sur un niveau 3 qu'il n'y a pas des items de commun, avec identification et mobilisation d'articles et de jurisprudence. On a laissé exprès ouvert en marquant peut avoir à être exploité, parce qu'on ne veut pas vous enfermer. En plus, tout dépend de ce que vous avez déjà fait. C'est un choix qui vous appartient. Ce qui est important, c'est qu'il travaille avec le code à certains moments de l'année. Mais voilà, si dans votre cas pratique de niveau 3, vous avez estimé que ça ne se prêtait pas au travail avec le code, c'est tout à fait envisageable. On vous laisse libre d'apprécier. La détermination et la formulation du problème de droit sont difficiles. Alors ça peut être difficile parce qu'il y a plusieurs concepts juridiques, par exemple, à relier, ou parce que la formulation en elle-même a un degré de nuance et d'analyse qui est un peu plus importante que sur un niveau 2. Le candidat à nouveau mobilise des connaissances personnelles pour construire un raisonnement juridique dans le respect de la méthodologie, mais le cas suppose la maîtrise d'un vocabulaire juridique riche, donc plusieurs concepts juridiques en jeu, éventuellement issus de différentes branches du droit. Donc, ça peut être aussi un des critères qui peut vous amener à positionner sur un niveau 3, avec effectivement une notion issue du droit des biens, du droit des contrats, voilà. Ça peut être aussi ça qui peut être source de difficulté. Hein, on peut imaginer un cas pratique qui irait travailler un petit peu sur des éléments peut-être déjà vus précédemment dans l'année. Au niveau des annexes, donc aucune annexe fournie, par exemple, ça peut être aussi un degré de difficulté important pour un niveau 3, ou alors des annexes difficiles. Madame Gautron et Madame Boulouise vous en parleront tout à l'heure. Des annexes difficiles, donc ça peut être une doctrine pas forcément toujours facile d'accès, ou une jurisprudence complexe à expliquer, complexe soit dans son accès, soit parce qu'en fait elle ne dit pas tout à fait, elle ne donne pas tout à fait la solution. Donc effectivement, peut-être y a-t-il à essayer d'adapter au qui est fourni. Et puis peut-être y a-t-il, c'était l'item juste avant, hein, à formuler des hypothèses pour pouvoir arriver à répondre au cas pratique. Voilà, donc tout à l'heure vous verrez un petit peu un exemple qui sur un cas pratique de niveau 3. Alors j'ai tendance à niveau 3++, qui a été présenté, qui sera présenté par Mesdames Boulouise et Gautron, mais qui montre bien effectivement comment on est arrivé sur ce positionnement. Alors, tout à l'heure, je vais vous réafficher l'autre document pour que vous puissiez le voir en entier, mais ils sont tous à peu près construits de la même manière, c'est-à-dire vraiment les niveaux 1 sur les 4 types d'activités sont vraiment basés sur la découverte de la méthodologie avec des qualifications plutôt simples ou des objets de veille assez simples. Et puis, plus on avance sur les niveaux 2 et sur les niveaux 3, plus vous avez des items qui vous permettent effectivement de vous repérer. Alors voilà, que donc la fiche, le tableau de synthèse a été donc rempli. L'étudiant le joint donc à son dossier numérique avec ses évaluations et avec ses comptes rendus d'activité. Vous avez évidemment accès donc à toutes les notes qu'ils ont pu avoir, mais l'évaluation finale, alors c'est là où voilà, il y a un peu de changement par rapport aux pratiques et aux habitudes antérieures, si j'ai envie de dire, par rapport au CCF tel qu'on a pu le connaître autrefois, où il y avait des situations bien précises. Là, on est vraiment sur une autre approche qui va être donc une évaluation par rapport au profil du candidat et par rapport au niveau réellement atteint, niveau le plus élevé atteint par le candidat. Donc là, vous allez retrouver, donc vous ensuite, donc quand vous aurez tous les documents, tous les dossiers numériques aux étudiants, vous aurez donc à remplir cette fiche de positionnement.
fiche de positionnement, alors qui est donc évidemment faite par niveau. Alors d'emblée, le niveau non acquis n'a pas vraiment d'objet, n'a pas vraiment vocation plutôt à être beaucoup utilisé. Il concerne principalement l'étudiant absentéiste, donc du coup, forcément, il a pas été évalué sur un certain nombre d'items. Il peut concerner de manière peut-être malheureusement qui existe, mais au moins de manière marginale, un étudiant qui n'aurait effectivement quasiment rendu feuille blanche. Voilà. Donc là, on est vraiment sur un degré quasiment proche de zéro, d'où le non acquis. En réalité, le gros de votre travail va être donc parmi vos étudiants, les positionner sur un niveau débutant, un niveau intermédiaire ou un niveau confirmé. Donc, les critères, donc vous les connaissez, ce sont les critères qui sont issus du référentiel, donc justesse dans l'analyse d'une documentation juridique et de sa portée. Donc là, vous voyez bien que c'est un critère qu'on peut évaluer dans l'intégralité des activités. Ça peut être effectivement dans le cadre du cas pratique, si jamais vous leur avez fourni un certain nombre d'annexes. On peut considérer que l'analyse d'arrêt fait aussi partie de l'analyse d'une documentation, de manière très très forte et très fléchée. Tout le travail sur la veille peut aussi être évalué à l'aune de ce critère. L'analyse d'un acte, évidemment, voilà. La rigueur et la pertinence dans la mobilisation des concepts juridiques, l'emploi du vocabulaire juridique approprié. Donc là, à chaque fois qu'il y a effectivement une production d'élèves, qu'elle soit à l'écrit ou à l'oral, parce qu'on peut imaginer que la restitution de la veille est évaluée à l'oral, eh bien là, il faut effectivement qu'il y ait une certaine rigueur dans l'emploi du vocabulaire et dans la richesse du vocabulaire employé. Donc évidemment, on reprend tout à l'heure par rapport au niveau des activités que vous avez pu leur préparer. Plus ils sont performants sur des activités de niveau 1, plus ils ont tendance à être positionnés plutôt sur des niveaux débutants. En fait, pouvoir vraiment arriver à un niveau de rigueur, de pertinence, par exemple dans la mobilisation des concepts juridiques, plus ils sont évalués sur un niveau 3 et plus ils sont très bons sur un niveau 3, plus ils ont vocation à être confirmés. Mais c'est le niveau le plus élevé atteint, c'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, j'ai eu du mal avec la méthodologie du cas pratique et que mes évaluations sur les cas pratiques étaient fragiles et que je ne puisse pas, si jamais je progresse, que je travaille, intermédiaire, voire un niveau confirmé en fonction des acquis et des progrès réalisés. Et plus effectivement l'exercice est difficile, plus une bonne réalisation vous permet de monter dans le niveau acquis. Clarté et cohérence dans les raisonnements juridiques conduits, donc là c'est pareil, c'est un critère transversal. Vous pouvez évaluer effectivement au travers de l'ensemble des activités. Alors c'est vrai que les raisonnements juridiques conduits sont particulièrement attendus, on va dire, sur l'analyse d'une décision de justice, d'un cas pratique, d'un acte. Sur la veille, c'est un peu plus loin, un peu plus éloigné, encore que on peut imaginer qu'il y a un raisonnement juridique et que la restitution aille jusqu'à effectivement comprendre et cerner la portée de la veille. Maîtrise de la ou des méthodologies d'analyse juridique mises en place, eh bien effectivement là on voit que un étudiant il va progresser normalement en tout cas tout au long de l'année, la maîtrise des différentes méthodologies, et puis il va falloir le positionner. Alors c'est vrai que la difficulté que vous allez rencontrer, je la nie pas, c'est que il pourrait être très bon sur un cas pratique et un peu plus en difficulté sur une analyse de décision de justice. Donc il faudra, pour vous positionner, bien regarder le niveau de difficulté des exercices que vous avez pu leur donner pour arriver effectivement à se dire bon, il est plutôt sur un confirmé sur deux des trois activités et plutôt sur un niveau intermédiaire sur les deux autres, mais en progrès sur toute l'année, je peux aller le positionner sur du confirmé. Ensuite, alors j'arrive sur capacité d'abstraction dans la formalisation d'une problématique juridique. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est de plus en plus attendu quand le niveau d'intelligence augmente. Donc à partir du moment où un étudiant arrive
régulièrement à se confronter à cette question, il va être amené à progresser et il va pouvoir aussi raisonnablement atteindre un niveau confirmé en fin d'année ou un niveau intermédiaire si c'est une activité qui lui pose encore des difficultés. Capacité rédactionnelle et argumentative permettant de répondre de manière structurée à une problématique juridique. Là, c'est pareil, il y a toutes les activités peuvent tout à fait permettre d'évaluer cet item, peut-être effectivement encore plus le cas pratique et l'analyse d'une décision de justice à titre prioritaire, mais l'analyse d'un acte aussi s'y prête. Et d'ailleurs, sur le niveau 3 de l'analyse de l'acte, on a mis que l'explicitation de l'acte était donc difficile et supposait la production d'une argumentation écrite complexe, structurée. Voilà donc ensuite évidemment une appréciation générale à mettre. Alors ces documents-là, ils donneront lieu à comment dire, une commission d'harmonisation faite effectivement en académie et animée par vos inspecteurs. Donc l'idée c'est qu'effectivement vous échangiez là aussi au moment de la commission d'harmonisation vos questions, sur vos doutes. C'est la première année, donc évidemment, tous les inspecteurs seront extrêmement bienveillants, mais c'est vraiment l'occasion de pouvoir réfléchir effectivement sur le positionnement, alors à la fois de vos croix par rapport à des profils d'élèves et d'échanger entre vous, et puis de réfléchir aussi, pourquoi pas, de vous questionner sur le positionnement de vos activités telles que vous avez pu les faire. Et enfin, peut-être axe de réflexion, peut-être vous évaluez la note finale, c'est une évaluation par profil, alors c'est quelque chose qui se pratique beaucoup dans d'autres BTS. Cette forme-là, chez nous, c'est un petit peu nouveau, mais bon, l'idée, c'est de pas ventiler des points par item sur les 6 items d'évaluation, mais bien d'arriver à identifier un peu le profil d'un élève, pouvoir lui mettre une note globale, et il faut une cohérence effectivement dans le positionnement de vos croix par rapport à la note finale. Donc à la fois entre vos étudiants, il faut que ce soit cohérent, et puis évidemment en harmonisation, ça pourra tout à fait donner lieu à un échange avec vos inspecteurs et puis surtout vos collègues aussi. Voilà, donc je continue. Donc là, je rappelle, alors ça c'est une diapo que j'ai un tout petit peu changée, mais qui avait été mise au départ, qui en fait reprend un peu les grands principes de l'évaluation au fil de l'eau. Donc des activités à réaliser sur les 4, au moins 2, donc une diversité nécessaire. Alors en y réfléchissant, parce que j'ai vu qu'il y avait des inquiétudes sur Via-Éduc par rapport au nombre de notes que vous devez avoir. En fait, si on y réfléchit bien, ça fait, je pense pas que ça bouleverse quand même vos pratiques. À mon avis, vous mettez très probablement au moins entre 2 et 3 notes par trimestre, sachant que rien ne vous empêche que l'une de ces notes ne soit réalisée en devoir maison ou éventuellement pour la veille, évidemment, en travail hors temps de classe. Donc voilà, parce qu'on a essayé d'être vraiment attentive à la pression évaluative. Le but, c'est pas qu'ils aient 30 ou 35 notes par activité. Activités itératives qui permettent l'acquisition progressive des compétences. Les activités sont pratiquées donc exclusivement à titre formatif, c'est bien ce que je vous disais. Sur la progressivité dans le degré de complexité, donc ça effectivement, la compétence niveau confirmé, c'est quand on atteint un niveau de complexité en cohérence avec un niveau de BTS et avec un niveau de première année évidemment de BTS. Ensuite, le positionnement final s'appuie sur le dossier numérique. Donc l'évaluation finale n'est pas une simple moyenne de vos 3 trimestres, ça je pense que vous l'avez compris, puisqu'on est plutôt sur la recherche du meilleur niveau atteint, et autrement dit, un élève qui aurait eu du mal au départ à acquérir un certain nombre de notions ou même de méthodologies peut être amené à atteindre un bon niveau sur la fin de l'année et avoir tout à fait une moyenne même supérieure effectivement à la simple moyenne arithmétique de ces 3 trimestres. J'en ai fini avec cette présentation. Je vais quand même donc vous afficher les documents
pour que vous puissiez les télécharger. Donc là, vous avez l'écran, donc le tableau de synthèse. Puis donc voilà, vous avez en page suivante, vous avez donc tous les critères, les descripteurs qui vous permettent effectivement de positionner vos activités en fonction du niveau de difficulté. Alors, je vous laisse télécharger le document. Je vois qu'il y a une très longue intervention. Alors, l'arrêté du 13 décembre 2021, les modèles 1 sont proposés dans la circulaire nationale d'organisation de l'examen, à laquelle il est fait référence de ce règlement. Alors, en fait, là, les documents que vous avez sous les yeux, ils sont dans la future circulaire d'examen, mais qui ne paraîtra que officiellement en deuxième année. Alors, il y aura peut-être une circulaire 0. Mais là, vous pouvez tout de suite travailler avec ces documents-là pour pas rester effectivement dans un flou et dans une incertitude. Voilà. Donc voilà. Là, vous pouvez télécharger ça. Le certificat de stage va également être mis assez rapidement à disposition si c'est ça qui vous inquiète. Alors après, lors de cette journée, il nous avait été indiqué que le CSN nous liste d'office d'accueil à l'étranger. J'ai depuis posé la question sur. Voilà. Alors effectivement, l'INFN et le CSN doivent nous communiquer cette liste. Je pense que ça ne va pas tarder. On les a relancés, donc on est en attente par rapport à ça. Voilà. Et puis effectivement, comme disait Anne, ces documents vont être mis en ligne sur le site du CRCF, donc vous pourrez aussi les retrouver. Voilà. Alexandra Raja, c'est pareil. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous souhaitez peut-être prendre la parole? Je remonte un petit peu dans le chat. Alors, les étudiants ont-ils connaissance des différentes notes d'évaluation du CCF? Alors, non. Tout ça parce qu'il existe une procédure d'harmonisation qui peut être amenée à faire modifier les notes. Et donc, il convient d'être extrêmement prudent et de ne pas divulguer les notes à ces étudiants, surtout qu'on est sur une première année d'évaluation en CCF au fil de l'eau sur le bloc 7. Donc, ils n'ont pas à connaître les notes qui leur ont été attribuées en fin de première année. Alors, toutes les copies devront être numériques. Alors là, par contre, je ne sais pas de quoi on parle. Oui, alors très probablement, effectivement, la réunion d'harmonisation aura plutôt lieu en deuxième année. La date et les moyens de transmission seront décrits dans la circulaire académique. Donc ça, on attend. Il y a encore des choses, effectivement, qui sur les modalités de transmission qui doivent être actées et calées. Ça bouge beaucoup en ce moment sur d'autres BTS, puisque voilà, il y a des dépôts sur Cyclades. Alors probablement que ça pourrait on pourrait imaginer que ça se passe comme ça. Mais là, on est un peu en amont sur véritablement les modalités de dépôt. Ce qui est important, c'est qu'ils travaillent dès maintenant à la réalisation de leur dossier numérique. N'hésitez pas à allumer le micro si vous avez une question. Qu'en est-il de l'évaluation pour les étudiants en école privée hors contrat? Eh bien, vous avez en fait un sujet, j'en ai parlé un tout petit peu au début de la présentation, un sujet d'examen qui doit mobiliser 3 des 4 activités que nous avons présentées, avec un niveau de difficulté équivalent à ce qu'on a dit. Ça y aura des activités qui seront plutôt d'un niveau 3 pour permettre effectivement à ce que les étudiants puissent passer leur épreuve. Ce sera en deuxième année, en même temps que toutes les autres épreuves ponctuelles, qu'ils passeront leurs épreuves. Le dossier numérique est-il différent du portfolio? Oui, le portfolio ne concerne pas le bloc 7 et les fondamentaux du droit. Oui, effectivement, la réunion d'harmonisation, le fait qu'elle ne soit qu'en deuxième année, c'est pas le plus confortable. J'en suis bien d'accord avec vous. Réglementairement, je suis pas certaine qu'on puisse la décaler
sur la année, c'est une question qu'on pourrait poser. Je ne sais pas si... Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions? Allez-y, Madame Bush. Alors, Madame Bush, on vous entend pas. Ah, c'est normal, Madame Bush, vous ne pouvez pas prendre la parole, vous êtes juste avec les écouteurs et pas avec le micro. Donc, soit vous posez la question dans le chat, soit il faut vous déconnecter, vous reconnecter. Alors, je vois pour certains étudiants absentéistes, devons-nous absolument faire les 8 évaluations. À l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Honnêtement, ce qui c'est que vous ayez, pour tous les étudiants qui soient présents, proposé 8 évaluations. Vous pouvez, un élève qui serait malade, tout à fait proposer une évaluation supplémentaire, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais voilà, quelqu'un qui n'est pas là, il n'est pas là. Hein. Le positionnement se fera d'ailleurs en conséquence. Alors, c'est une information intéressante. Moi, je ne suis pas le BTS-CI, mais Monsieur Vénara nous dit que la réunion d'harmonisation se fait en première année. Donc, bon, il faut voir ça au niveau des académies. Moi, dans la mienne, je sais que pour le moment, ça n'existe pas en première année. Mais du coup, je me renseignerai, je poserai la question. J'ai vu qu'on avait quand même plusieurs IPR qui sont connectés, donc je pense qu'eux aussi ils s'enseigneront. Je me permets de prendre la parole si ça t'embête pas, Aurélie, pour répondre directement à propos de ces harmonisations en première année. Il est vrai qu'il y a une question réglementaire d'une part, mais il y a surtout et avant tout une problématique organisationnelle. Toutes les académies n'ont pas forcément la capacité de faire des réunions d'harmonisation pour tous les BTS à plusieurs. Enfin, bien sûr, on a une obligation de faire des réunions d'organisation pour tous les BTS. Hein, je ne suis pas en train de dire ce que je ne veux pas dire, mais il n'est pas nécessairement facile, voire pas possible, de faire plusieurs réunions d'harmonisation pour un même BTS. D'où le fait que potentiellement, possiblement, voire probablement, dans certaines académies, s'agissant pour nous du BTS CJN, dans certains regroupements académiques, cette harmonisation ne se ferait que de façon regroupée, bloc 7 et bloc 1 sur un seul et même temps. Mais là, ce n'est pas de notre ressort au niveau national, c'est du ressort des collègues présidents de jury des regroupements académiques. Donc à suivre. Alors je voudrais revenir sur quelque chose, parce que là je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Hein. Il y a Sophie L, et il y avait au-dessus avant Madame Monjans, je pense. Difficile pour l'étudiant de la progresser puisqu'il ne connaît pas ses notes, si j'ai bien compris. Alors non, c'est parce que les évaluations, les cas pratiques, etc., il va y avoir des moyennes, il aura lui sur l'année. Ce qu'il n'a pas, c'est ça, je vais vous montrer, c'est la fiche de positionnement finale que vous allez avoir à remplir, hein, que je vous affiche ici à l'écran, vous pouvez aussi télécharger si vous le souhaitez pour la regarder. Ça, il n'a pas à l'avoir. Il n'a pas à connaître sa note, son positionnement, ses croix. En revanche, s'il a eu un 13 de moyenne au trimestre composé de 12 en veille, 14 en cas pratique, eh bien voilà, ça, il 13 de moyenne composé de ces deux notes. Là, il n'y a pas de souci. Il lui faut effectivement pouvoir bénéficier d'un certain nombre de notes, ne serait-ce que pour la sélection après, pour la poursuite d'études. Hein, s'ils veulent aller effectivement dans des licences professionnelles, ça sera plutôt à leur avantage si jamais ils n'avaient pas de notes qui apparaissent dans leur bulletin. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, la fiche de positionnement finale n'est pas une moyenne arithmétique des notes, puisque, et ça va plutôt en la faveur de l'étudiant, l'idée c'est de valoriser le plus haut niveau acquis. Donc voilà, c'est pas une moyenne arithmétique, vous allez vraiment devoir positionner vos étudiants en fonction des items qui vous sont donnés pour construire un profil. Voilà. Alors, on peut envisager une réunion d'harmonisation en même temps que le BTS notariat pour cette année et la faire au moment des corrections. Alors, je crois que Alexandra y a répondu
clairement, hein, ça doit être effectivement une problématique académique. Voilà. Ensuite, au moment des corrections d'examen, oui, d'accord. Il me semble que c'est l'étudiant qui choisissait les notes qu'il voulait retenir pour le CCF. Ah non, ça on l'a jamais dit, c'est pas l'étudiant. Il faudrait qu'il ait un nombre de notes extrêmement élevé pour pouvoir choisir. Non, c'est pas du tout la logique de la construction. Et ce d'autant plus que si vous avez bien suivi la logique, on est sur un positionnement par rapport à un degré de complexité. Donc très honnêtement, ce serait très facile de choisir que les activités de niveau 1 sur lesquelles c'est plus facile d'avoir une bonne note, et ce qui pourrait donc effectivement c'est complètement le positionnement et le niveau réel acquis. Donc ce n'est pas à l'étudiant de dire quelle note il retient. Voilà. Donc alors je sais pas pourquoi Monsieur Vénara. Ah oui, il y avait une autre question. J'ai précisé, hein, le portfolio ne concerne pas le bloc 7, il concerne le bloc 1. Là, c'est vraiment un dossier numérique propre au bloc 7 et à l'épreuve E31. Il y a Madame Bouche qui veut prendre la parole. Oui, allez-y, Madame Bouche. Je ne sais pas si vous m'entendez, bonjour. Je crois que vous venez de répondre justement et je suis arrivée avec 10 minutes de retard, mais je vais bien sûr écouter les 10 minutes prochaines, enfin dès que je pourrai. Vous l'avez peut-être dit, effectivement, le bloc 7 n'est donc pas sur le portfolio. C'est un dossier numérique que l'étudiant fait à sa convenance avec les 4 types de travaux, faits juridiques, cas pratiques, etc., etc. C'est ça? Absolument. Oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait. D'accord, très bien. Et Voilà. avez-vous évoqué le CCF de fin d'année, l'épreuve orale? Est-ce qu'on les fait passer en CCF en fin d'année, ou alors est-ce que c'est ce document qui est en ce moment à l'écran qui vaut en quelque sorte de CCF? Ou est-ce qu'il y a une Absolument. Il n'y a plus d'épreuve orale on connaissait autrefois avec des situations de CCF où on convoquait les étudiants sur des plages pour les entendre à l'oral dans X minutes. Là, vous avez bien compris, c'est bien cette fiche de positionnement qui, en fait, c'est ce qu'on appelle du CCF au fil de l'eau, qui permet de positionner donc le candidat et de lui attribuer une note. Donc Madame Chanclou, elle nous dit l'évaluation finale se fait. Merci Madame Bouche. L'évaluation finale se fait sur les items de cette grille et pas sur les exercices proposés. Question pour être certaine d'avoir bien compris. En fait, l'évaluation finale, cette fiche de positionnement, Madame Chanclou, elle se fait à partir de l'ensemble des activités que vous avez pu réaliser. Mais on est sur un CCF au fil de l'eau, donc voilà. L'idée, c'est que vous, il va falloir alors récupérer voilà le maximum d'informations. Quand vous évaluez effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un peu cette grille déjà sous les yeux pour pouvoir effectivement là en plus vous allez arriver sur des exercices et des activités peut-être un peu plus enfin ça dépend comment vous vous êtes organisé, mais un peu plus difficile hein, si jamais vous avez opté pour travailler les 4 activités sur l'année et du coup c'est intéressant voilà de prendre de l'information. Est-ce qu'il arrive à formaliser une question juridique de manière abstraite, etc. Donc voilà, vous remplissez bien cette fiche en fonction des activités qui sont réalisées toute l'année. Aurélie, si tu le permets, peut-être deux, trois petites choses pour compléter le propos. Parce qu'à vous entendre, il y a peut-être des éléments qui viennent un petit peu par rapport à la culture habituelle du BTS ex-notariat et maintenant collaborateur juriste notarial. Vous allez tout au long de l'année réaliser des évaluations qui vont prendre en partie certains des critères d'évaluation qui sont présents dans la fiche que vous avez sous les yeux. Peut-être que toutes les évaluations ne prendront pas l'intégralité des critères. Ce qui fait que vous allez les former à 4 types de méthodologies qui leur sont indispensables pour leur futur métier et pour leur montée en compétences professionnelles. Donc, il faut qu'on ait d'un côté à la fois des évaluations qui vous permettent d'évaluer in fine, en fin d'année, la totalité des critères d'évaluation qui sont sur cette grille. En même temps, ces critères d'évaluation, il faut qu'ils soient mis en œuvre dans des contextes et dans des situations professionnelles qui soient du niveau attendu de l'intégration des jeunes en office notarial. Et effectivement, en début de première année, on sera peut-être sur des contextes et des situations professionnelles très simples,
mais il va falloir qu'au fil de l'année, ces situations se complexifient pour tout simplement atteindre l'objectif de notre formation, leur permettre d'avoir une maîtrise suffisante et rigoureuse des méthodologies et des savoirs juridiques qui sont dans le bloc 7. Donc on a en fait 3 choses à mixer. La maîtrise des critères, la complexité des situations et les attentes du monde professionnel. Et c'est pour ça que tout au long de l'année, quand vous allez réaliser des évaluations, vous allez bien évidemment les noter et bien évidemment les rendre à vos étudiants avec des commentaires. Mais ce ne sont pas ces évaluations en elles-mêmes qui vont vous permettre de remplir la grille, puisqu'il va falloir sûrement combiner plusieurs évaluations pour pouvoir évaluer l'ensemble des critères. Et donc cette grille, elle ne sera pas connue de vos étudiants et c'est bien un profil. Et quand on parle de profil, vous allez tout simplement mettre des croix dans chacune des cases. Moi, je vous invite à relier les croix entre elles et c'est la forme de ce profil et comparé à tous les autres profils qui va vous permettre de poser une note sur 20 qui effectivement ne sera pas la moyenne des évaluations que vous aurez mises pendant l'année. Donc ça, c'est vraiment important, c'est rentrer dans une autre logique que celle que l'on avait aujourd'hui. Ça, c'est pour E31. Après, il y aura E32. Voilà, qui sera une évaluation qui se fera en deuxième année. Donc, on est bien sur 2 choses indépendantes. Alors, peut-être que maintenant, on va laisser les enseignants présenter leur cas pratique. Vous pouvez continuer à mettre vos questions dans le chat, mais je pense que la présentation du cas pratique va vous permettre aussi d'avoir des réponses à certaines de vos questions. Alors, est-ce que vous pouvez prendre la parole? On va peut-être enlever. Aurélie, je te laisse peut-être enlever ta présentation pour qu'on puisse passer sur le cas pratique. Alors, je vais laisser la parole donc à Madame Boulouise et à Madame Gautron. Je voulais savoir si vous souhaitez. Alors, je vais vous mettre comme présentatrice, comme ça vous pourrez choisir si vous souhaitez afficher le cas pratique ou plutôt votre fiche d'intention pédagogique. Alors, Madame Boulouise, Madame Gautron. Voilà, vous êtes présentateur, donc vous avez la main maintenant pour pouvoir choisir vos documents. Donc là, vous avez mis la fiche pédagogique, vous pouvez la faire faire défiler. Alors là, je crois que ça fait qu'une page, mais quand les documents font plusieurs pages, vous pouvez les faire défiler en bas. Et quand vous souhaitez changer, je peux vous le faire, soit vous le faites vous-même. Il faut que vous appuyez sur la petite flèche bleue en bas et vous choisissez le document que vous souhaitez afficher. D'accord, merci Madame Prolongeau. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc je suis Madame Boulouise. Et moi Madame Gautron. Et donc nous avons travaillé sur la construction d'un cas pratique pour le bloc 7. Et donc nous allons tenter d'afficher la fiche pédagogique. Vous la visualisez tous? Oui. Vous pouvez, pour la plein écran pour tout le monde, il suffit juste de cliquer sur les 3 petits points. Ah, voilà. Très bien. Donc c'est un cas pratique qui est centré principalement sur le droit des biens. Il s'agit d'un exercice d'entraînement qui est destiné à approfondir des notions qui sont plutôt complexes. On est ici, comme l'a dit Madame Prolongeau, sur un niveau 3, si on se réfère au tableau de synthèse qui a été présenté. Le cas se veut volontairement et résolument tourné vers un important travail de qualification juridique. Vous constaterez également qu'il y aura de nombreuses notions abordées. À ce stade de l'année, puisqu'on est en mars-avril, les notions de droit des biens ont été étudiées. La méthodologie de résolution du cas pratique est présumée maîtrisée. On est donc dans un contexte favorable au travail de notions qui sont plutôt complexes. Il s'agit donc ici de vous proposer un cas pratique qui conduit l'apprenant à mobiliser des notions abordées depuis le début de l'année en fondamentaux du droit.
Donc là, il est nécessaire pour l'apprenant de capitaliser donc ses acquis, par exemple sur le droit des personnes, en plus des notions de droit des biens. Le cas pratique a été construit de manière à permettre la suppression de certaines parties afin de l'adapter à la fois au niveau attendu de l'apprenant, mais également à la durée que vous envisagez pour l'analyse et sa résolution. En ce qui concerne les prérequis, l'étudiant ici est présumé familiarisé avec l'utilisation du Code civil et sa division donc en livres, en titres, en chapitres, en sections, puisqu'il va devoir identifier de façon efficace les articles qui sont nécessaires à la résolution du cas. L'utilisation du Code civil en format papier est à notre sens souhaitable, puisque l'étudiant va s'approprier le code comme objet. Concernant les transversalités, il y a un véritable travail de coordination à faire avec les collègues des blocs 2 et 3, puisque, comme vous allez le voir, de nombreuses notions de blocs 2 et 3 sont également mobilisées. Et il est nécessaire également d'adapter le niveau d'exigence en fonction de la progression dans les blocs 2 et bloc 3. Du coup, concernant les objectifs pédagogiques, comme ma collègue l'a dit, on attend l'application rigoureuse de la méthodologie de la résolution du cas pratique à ce stade de l'année. C'est pourquoi on a pris un cas pratique de niveau 3, c'est-à-dire que si on se réfère au tableau de synthèse qui nous a été présenté par Madame Prolongeau, on a bien une qualification des faits difficiles. On le verra avec des faits qui empruntent les différentes catégories de droit des biens. Le code civil doit être exploité. On attend une formulation précise de problèmes de droit qui, pour certains, on le verra notamment sur notre première question, est pas forcément évidente à formuler et donc du coup qui amène vraiment une réflexion de l'étudiant autour de la qualification des faits. La résolution en tant que telle amène l'étudiant à envisager plusieurs hypothèses, c'est-à-dire qu'on a bien évidemment une solution proposée, mais des hypothèses qui peuvent être rajoutées par l'étudiant en fonction du choix des parties. Et enfin, cette résolution de cas pratique s'appuie sur différentes annexes que l'on a proposées, mais pas fléchées, c'est-à-dire qu'on n'a pas indiqué à l'étudiant que pour répondre à la première question, c'était l'annexe 1 qui était à privilégier. Et donc du coup, on a une diversité d'annexes qui proposent un contenu fourni, ce qui m'amène du coup à vous parler surtout des supports exploités. Donc on leur demande l'utilisation du code civil, cette fois en autonomie, c'est à eux d'aller chercher les articles de loi nécessaires à la résolution du cas pratique. On leur a proposé également l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plusieurs jurisprudences, une jurisprudence illustrée à l'aide des grands arrêts illustrés. Ma collègue vous présentera le document tout à l'heure. Ça permet d'avoir finalement une approche un petit peu plus ludique et sympa des arrêts de jurisprudence. Et puis enfin un article de doctrine tiré du Cridon qui initialement était assez riche. On a fait le choix de le réduire. Il était de 7 pages initialement et qui permettent également à l'étudiant du coup de se servir de la doctrine et de prendre conscience de l'intérêt que cela peut avoir pour la résolution d'un cas pratique. Concernant l'organisation de la séance, alors du coup, nous, on a construit un cas pratique qui serait traité sur une séance de 3 heures découpée en 2 temps. Un premier temps d'1 heure en classe entière où les étudiants seraient amenés du coup à travailler vraiment sur la qualification des faits. Et ensuite, 2 heures en demi-groupe où les étudiants, cette fois, se concentreront sur vraiment la résolution du cas, donc la formulation du problème et ensuite le syllogisme pour répondre aux problèmes juridiques. Nous, on a imaginé une organisation en binôme avec un niveau homogénéisé entre les étudiants. L'idée n'est pas de mettre 2 étudiants en difficulté ensemble sur la résolution du cas, mais plutôt d'essayer de tirer finalement les plus faibles vers le haut.
On ne souhaite pas non plus laisser les étudiants en totale autonomie sur la résolution du cas pratique. Et donc, du coup, l'objectif n'est pas d'être proactif, c'est-à-dire de leur donner la réponse, mais par contre de les aider, de les assister dans leur recherche et dans leur réflexion juridique. Donc, on imagine l'enseignant qui passe dans la classe et va voir chaque groupe pour venir les aider dans la résolution. On est bien conscient que nous, on a cette chance de pouvoir avoir les 3 heures de disponibles. Si tel n'est pas le cas dans vos organisations à vous, on pourrait tout à fait imaginer une sélection des 2 premières questions, par exemple, à résoudre, donc c'est-à-dire de réduire un petit peu la taille et la durée du cas, ou alors de répartir les questions entre groupes et de dire que, par exemple, tel groupe traitera que la première question, tel groupe que la deuxième, etc., etc. Et on aurait une mise en commun à la fin de l'heure ou des 2 heures, ce qui permettrait de réduire le temps disponible et nécessaire pour la réalisation du cas. On le répète, le cas qu'on vous présente ici, ce n'est pas un cas qu'on a imaginé en évaluation, mais vraiment un cas d'exercice effectué en TD afin à la fois de vérifier la bonne application et compréhension des notions de cours et d'approfondir ces notions avec les étudiants. Donc on est vraiment sur un exercice d'application et d'approfondissement et non pas sur une évaluation. Alors, on va passer à la présentation du cas. Alors, je récupère rapidement le document en question. Voilà. Voilà, je pense que vous devez visualiser donc le document en question. Je vous invite à agrandir votre écran pour pouvoir le visualiser plus facilement. Donc, il s'agit donc du cas pratique Mi6. Donc, dans un premier temps, on pose donc un contexte global. On pose donc le contexte global ici. Donc, il s'agit de Daniel et de Léa qui sont mariés depuis un certain nombre d'années, sans contrat de mariage. Ils ont 2 enfants. Le père de Daniel est décédé. Le couple décide de quitter Paris pour la province et de reprendre l'exploitation familiale en Vendée, à Fontenay-le-Comte. Voilà, Daniel est fils unique. Il a hérité de l'ensemble de l'exploitation agricole. Vous constatez ensuite qu'il y a donc 4 paragraphes qui correspondent chacun à un événement important et qui implique un problème de droit distinct. Il est donc possible pour vous de retirer l'un de ces paragraphes et la question correspondante pour raccourcir ou adapter le cas pratique au niveau attendu et au temps dont vous disposez. Concernant le premier événement, donc on ne va pas tous les lister, mais on va essayer d'en regarder rapidement 2. Le premier événement consiste dans la nouvelle activité donc de Daniel. Il décide de se lancer en plus de son activité agricole dans l'agritourisme. Pour cela, il fait édifier un gîte en limite de propriété avec le terrain de son voisin. Et quelques mois après l'achèvement des travaux, le voisin fait intervenir un géomètre et ce dernier constate un dépassement sur donc la parcelle du voisin. Il menace Daniel de saisir la justice pour obtenir la démolition de la construction. Donc la question qui est liée à ce premier événement est la suivante. Déterminer si le voisin peut contester la construction du gîte de Daniel. On a un troisième événement qu'on va également aborder. Donc là, Daniel décède. Les héritiers décident de vendre l'exploitation agricole. Et pour accéder aux terrains matériels et bâtiments qui seront vendus, il faudra traverser la maison familiale qui, elle, restera la propriété des vendeurs.
Donc la question est formulée de la manière suivante: préciser si l'absence d'une route pour accéder à l'exploitation agricole empêche sa vente. Donc concernant les consignes qui sont données aux étudiants pour répondre à ce cas, on leur indique qu'à partir de leur connaissance de l'utilisation du Code civil et des annexes, et bien évidemment en respectant la méthodologie de résolution du cas pratique, les étudiants doivent répondre aux questions qui sont indiquées ci-dessous. Donc nous, on n'en traitera que 2 ici. Et bien évidemment, pour répondre à ces questions, les étudiants doivent avoir qualifié au préalable les faits. On le rappelle, dans nos attendus de correction, donc dans la correction que nous on a proposée de ce cas pratique, on n'attendait pas de nos étudiants l'ensemble des éléments que l'on a indiqués. Là, on est allé vraiment chercher de la richesse dans les réponses et dans les qualifications. Notre objectif ici, c'est de démontrer l'étendue du travail qui serait possible de mener avec nos étudiants en termes de qualification et de mobilisation des connaissances. Mais tout dépend, bien évidemment, et on l'a dit tout à l'heure, de l'état de progression en bloc 7 et également de l'avancée dans les blocs 2 et 3. Et c'est en prenant en compte finalement ces 3 progressions que l'on peut attendre un niveau de réponse plus ou moins approfondi et abouti de la part de nos étudiants. Donc du coup, au niveau de la correction, concernant le résumé des faits et leur qualification, donc on attend ici des étudiants qui sélectionnent les faits pertinents pour le traitement du cas, et que ces faits soient qualifiés. Alors ici, du coup, on s'est appuyé sur le guide pédagogique nous permettant justement de voir que en bloc 7 sur la thématique du droit des biens, il était attendu que les étudiants connaissent les grandes dichotomies entre les biens immeubles, les biens meubles et puis également les summa divisio dans ces catégories juridiques. Donc à titre d'exemple ici, les terres agricoles, on attend de l'étudiant qui nous les qualifie comme immeubles par nature. Un cheptel de moutons, on attend ici que l'étudiant à l'aide du Code civil nous le qualifie en tant que soumis au régime des immeubles par destination, et en allant plus loin, qu'ils soient capables de nous indiquer qu'ils sont doués de sensibilité comme indiqué dans le Code civil. Donc là, évidemment, ça dépend vraiment du niveau d'avancée dans l'année. Soit l'étudiant est capable de donner ces qualifications-là. Alors, immeuble par destination, on l'attend. Être doué de sensibilité, là, ça va vraiment être en fonction des niveaux, du niveau des étudiants, et ça peut être amené par l'enseignant en correction ensuite. Une fois que ce résumé des faits et leur qualification est effectué, on demande à l'étudiant d'indiquer les branches de droit concernées ainsi que le ou les tribunaux compétents. Donc là, de la même manière, tout dépend de la progression. Est-ce que les chapitres relatifs à l'organisation juridictionnelle ont été traités, et donc du coup, on attendra aussi un niveau de précision de l'étudiant différent en fonction de la progression. On passe à la deuxième partie de ce cas, qui est la résolution du cas pratique après son analyse. Donc, je vous rappelle la première question concernant l'édification du gîte. Il fallait déterminer donc si le voisin pouvait contester la construction du gîte de Daniel. Donc, la question de droit qu'on vous propose est la suivante. La demande en démolition pour un empiètement minime d'un immeuble constitue-t-elle un abus du droit de propriété ? Alors, les étudiants disposent de plusieurs annexes, notamment de l'annexe concernant l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils doivent rechercher eux-mêmes l'article 545 du Code civil, puisque, on vous l'a dit, les annexes ne sont pas fléchées. L'étudiant donc va déterminer lui-même le document qui va venir appuyer sa démonstration. Il est évidemment possible de faire varier cet attendu en fonction du niveau exigé. Concernant donc la jurisprudence qui peut venir donc à l'appui de la démonstration, il peut s'agir pour l'étudiant, donc il devra s'agir pour l'étudiant d'évoquer l'arrêt Clément Bayard. Alors on a proposé dans les annexes un format un peu particulier.
concernant l'arrêt Clément-Bayard, on a proposé un extrait des arrêts illustrés par les barons du droit. Peut-être certains parmi vous connaissent cet ouvrage. Donc ça permet d'aborder de façon un peu ludique un arrêt important, un arrêt emblématique du droit. Voilà, ça se présente de la manière suivante. Donc l'ensemble des sources sont indiquées bien sûr dans les annexes qui seront mises à votre disposition. En ce qui concerne toujours la jurisprudence, ici l'étudiant va devoir évoquer la jurisprudence du 4 mars 2021 qui indique qu'il n'y a pas de petit empiètement et que l'abus de droit ne peut être invoqué concernant donc le droit de propriété. Donc l'étudiant continue son chemin et là arrive à la mineure. Donc rapidement, la construction donc, est édifiée en limite de propriété. Le géomètre expert est mandaté par le voisin qui conclut à un empiètement de la construction. L'étudiant arrive ensuite à la solution. Il doit indiquer que la bonne foi de Daniel et le caractère minime de l'empiètement finalement importe peu. Le propriétaire de la parcelle voisine peut effectivement prétendre à la démolition du gîte sans que sa demande ne soit considérée comme un abus. Pour aller un tout petit peu plus loin, l'enseignant peut indiquer qu'une convention de cession de terrain peut être proposée pour mettre fin à ce litige de façon amiable. Voilà, donc du coup, concernant la troisième question de notre cas qu'on a décidé de vous présenter, donc pour rappel, la question était posée en ces termes, préciser si l'absence d'une route pour accéder à l'exploitation agricole empêche sa vente. Donc je vous rappelle juste les faits. L'indivision souhaite vendre le GAEC, donc du coup l'immeuble agricole. Et pour accéder en fait à l'immeuble agricole, il faut traverser la cour de la maison qui reste la propriété de l'indivision. Donc, le problème de droit sera posé ainsi, enfin en tout cas est attendu en ces termes. Un bien enclavé peut-il faire l'objet d'une vente? Donc une fois la question et les faits qualifiés. Et donc en majeur, ici on attend que l'étudiant, à l'aide de son code civil, identifie l'article 637 du code civil afin de définir la notion de servitude et puis que vraiment il aille nous détailler quel est le régime des servitudes. Et puis qu'ensuite, toujours à l'aide de son code civil et l'article 682 cette fois, il puisse nous identifier la notion de bien enclavé, de fonds enclavé, pardon, et que du coup, il soit de la même manière capable de nous définir ce qu'est un fonds enclavé. Vous vous rappelez, on a parlé dans les annexes d'un article de doctrine. Et bien justement, c'est pour cette question que l'article de doctrine pouvait être utilisé. Alors, comme l'a dit ma collègue, on ne flèche pas les annexes. C'était à l'étudiant ici d'identifier que l'article pouvait servir à la réponse à ce troisième problème. Et donc, du coup, en se servant de cet article, identifier que aucune disposition légale n'interdit la vente d'un fonds enclavé à partir du moment où l'état d'enclave de ce fonds est bien indiqué dans l'acte authentique. On en vient ensuite à notre mineur, donc la sélection des faits pertinents pour répondre à ce problème. Donc en l'espèce, les immeubles, l'entrepôt, les terres, le verger du GAEC ne possèdent aucune issue directe sur la voie publique. L'acquéreur de ces biens immobiliers devra donc traverser la parcelle restant la propriété du vendeur, c'est-à-dire ici la cour de la maison. Donc la solution attendue, eh bien, c'est de nous indiquer que les immeubles du GAEC répondent bien aux caractéristiques d'un fonds enclavé au sens des articles du Code civil et que donc du coup il sera nécessaire d'établir une servitude légale de passage au profit du GAEC sur la cour de la maison qui sera donc bien le fonds servant dans cette servitude. Que la servitude pourrait être établie de manière conventionnelle entre l'indivision successorale, donc Léa et les enfants, et l'acquéreur du fonds. Si jamais l'indivision s'oppose à l'établissement de cette servitude, une procédure judiciaire de désenclavement pourra être demandée par l'acquéreur et si cette dernière venait à échouer, c'est là que du coup joue cet article de doctrine indiquant que l'état d'enclave ne s'opposerait pas à la vente du fonds.
C'est ici justement qu'on voit le niveau 3 dans la formulation d'hypothèses. On amène l'étudiant à imaginer différentes hypothèses en fonction de la réaction des parties. Donc une servitude conventionnelle, si elle est refusée, une servitude légale qui, du coup, est reconnue par une action en justice. Et si de nouveau cela venait à échouer, dans ce cas-là, une vente avec un fonds en état d'enclave. Donc là, on voit vraiment l'étudiant faire son cheminement en formulant plusieurs hypothèses. On a établi et on vous met à disposition une fiche méthodologique de cas pratiques que du coup ma collègue va vous présenter rapidement pour vous montrer un petit peu sa structure et la manière, c'est un exemple de la manière dont nous on attend une présentation de cas pratiques par nos étudiants. Alors, je récupère rapidement le document qu'on va vous présenter. Donc, c'est une méthodologie de cas pratique. Donc, j'imagine que vous en avez déjà. L'idée, là, c'est de présenter une méthodologie opérationnelle, très visuelle et orientée, avec un cas pratique qui sert de fil conducteur jusqu'à la fin de la fiche de méthodologie. Donc, l'étudiant doit s'exercer à mettre en pratique ses connaissances de la même manière que le ferait un collaborateur en office. Donc, je vous propose de partir d'un petit énoncé. Donc là, il s'agit de Carlita et de Michou qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Depuis leur retrouvaille, ils sont inséparables, ils ont décidé de vivre ensemble. Et seulement quelques mois après leur relation, ils parlent déjà de mariage. Ils veulent au moins 5 enfants. Leurs parents respectifs ne voient pas d'un bon œil cette relation. Ils s'opposent au projet de mariage. Carlita et Michou décident alors de seulement se paxer. Donc là, la question posée à l'étudiant est la suivante, expliquer donc si le projet de Carlita et de Michou est réalisable. De la même manière que dans le cas pratique qu'on vous a proposé, on a commencé par l'analyse des données, puis la résolution, la fiche de méthodologie se présente de la même façon. Donc, en ce qui concerne l'analyse des données du cas pratique, elle peut se faire donc sous la forme d'un tableau avec d'un côté les faits importants et de l'autre côté les faits à écarter par l'étudiant. Donc là, il va devoir éliminer tous les détails superflus et se focaliser uniquement sur les faits qui sont les plus importants. Il peut d'ores et déjà, lors de cette étape, commencer à qualifier les faits importants. En dehors d'un tableau, on peut également mettre en place une chronologie des événements, une frise chronologique, lorsque dans un cas pratique, les dates sont importantes pour la résolution. On peut encore imaginer un arbre de dévolution successorale lorsque ce point a été déjà évoqué dans le bloc 2. Donc, on passe donc dans un second temps à la résolution du cas pratique avec la méthode du syllogisme. Donc là, on rappelle brièvement le syllogisme de Platon. Ça peut être un bon moyen mémotechnique pour les étudiants, donc de retenir les différentes étapes de résolution du cas pratique avec la majeure, la mineure et la conclusion. On passe ensuite donc à la détermination du problème de droit. Donc, c'est en général l'étape qui est la plus compliquée pour les étudiants puisqu'elle suppose qu'ils ont déjà bien qualifié l'ensemble des faits et correctement qualifié. Donc ici, le problème de droit peut être formulé de façon relativement simple. Un PAX peut-il être conclu alors que l'un des futurs partenaires est mineur? L'étape suivante consiste donc dans la recherche des règles de droit applicables. Donc, il va falloir déterminer les textes applicables, la jurisprudence, la doctrine. Donc là, on a déjà déterminé le problème de droit. Donc, on doit indiquer la règle de droit applicable. Ici, ni jurisprudence ni doctrine sont nécessaires puisqu'il s'agira uniquement d'évoquer l'article 515-1 du Code civil qui indique qu'un pacte civil de solidarité est conclu entre deux personnes physiques majeures. En ce qui concerne ensuite la qualification juridique des faits, donc la mineure, l'étudiant doit bien comprendre que le narrateur du cas pratique est une personne qui est totalement dépourvue
de connaissances juridiques et que son vocabulaire est donc imprécis et d'une certaine façon, ce narrateur est à l'image du client classique de l'office notarial. Donc ici, concernant le problème de Carlita et de Michou, donc la qualification juridique est la suivante. Carlita est une personne physique mineure, Michou est une personne physique majeure, ils sont concubins et ils souhaitent conclure un pacte civil de solidarité. Donc lors d'une dernière étape, l'étudiant va proposer une solution. Donc il s'agit ici de déterminer une solution qui pourrait être apportée par un tribunal si jamais donc, le litige lui était donné à trancher. Donc en l'occurrence, ici, la solution est la suivante. Un PACS ne peut pas être légalement conclu entre une personne mineure et une personne majeure. Il sera donc impossible pour les concubins de conclure donc ce contrat, dans la mesure où l'un d'entre eux est mineur. Donc voilà pour cette présentation rapide concernant la fiche de méthodologie. Voilà, on vous remercie pour votre attention et on est bien évidemment disponible si vous avez des questions sur ce que l'on vient de vous présenter. Alors, je vois que des personnes sont en train d'écrire, mais on vous invite à prendre la parole. Ça serait peut-être plus simple. Merci pour votre présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Super. Merci beaucoup pour vos 2 présentations et notamment le premier cas pratique est très intéressant. Je voulais juste savoir, mais peut-être je l'ai raté, est-ce que vous l'avez positionné comme un niveau 3, le premier ou oui? Oui, tout à fait. Oui, D'accord. c'est ça. On a vraiment fait le choix de présenter un cas pratique de niveau 3. Grosso modo, ce qu'on pourrait attendre de l'étudiant plutôt, alors nous on s'est positionné vers mars-avril, mais un cas pratique qu'on attendrait pour la fin de l'année. Ouais, en D'accord. Et alors, on a positionné un niveau 3 tout en vous donnant des pistes pour l'adapter au niveau de vos étudiants. Par exemple, donc là, ici, il y a 4 événements. Vous pourriez très bien décider de sélectionner seulement 2 événements sur les 4. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Juste, Anne, Louise, j'ai remis à l'écran la méthodologie qui est téléchargeable directement sur la papier flèche parce que vous avez fonctionné en partage d'écran. Donc voilà. Et dans quelques instants, je diffuserai pendant que vous parlez d'autres documents comme ça. J'ai bien senti qu'il y avait une envie de les avoir dans le chat. Voilà. On n'a pas regardé. Alors oui, effectivement, nous on n'a pas regardé le chat parce qu'on était en partage d'écran, donc on était uniquement sur notre document. Voilà. Alors il y a des remerciements et un souhait de récupérer effectivement la méthodologie du cas pratique. Elle est évidemment la méthodologie, les enseignants, mais elle est remarquable de simplicité. Je la trouve vraiment extrêmement claire très accessible pour nos étudiants qui peuvent effectivement parfaitement travailler avec dès le début de l'année pour vraiment se familiariser. La pratique est effectivement un niveau 3. Louise Gautron y a fait référence. Il y avait de la formulation d'hypothèses, il y avait effectivement des annexes difficiles, il y avait un travail avec l'autre. En annexe, il y avait une doctrine, une formulation de problèmes de droit qui supposait de la qualification de plusieurs éléments. Je sais plus s'il y avait il y avait que du droit des biens ou il y avait aussi d'autres notions, je me souviens plus. Non, il y avait d'autres notions également, Madame Prolongeau. Ouais. Donc voilà pourquoi on était typiquement sur un travail de niveau 3 et la commande de départ, c'était de mettre l'accent sur la question de la qualification juridique qui est au cœur du cas pratique, donc pas celui de la méthodologie mais l'autre, qui est vraiment au cœur de ce cas pratique, puisqu'en fait, le droit des biens s'y prête beaucoup, et là on voit vraiment toute la nécessité d'arriver à véritablement travailler cette qualification et faire en sorte qu'il progresse, parce que c'est indispensable, comme le disait Madame Gagné tout à l'heure, c'est indispensable pour la suite. Tout juriste doit apprendre à qualifier les faits. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si certains collègues ont des questions, n'hésitez pas.
Et promis, tous les supports seront partagés. Voilà, alors moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais quand même afficher votre cas pratique pour qu'il puisse être téléchargé tout de suite si certains le souhaitent, parce que je sais que le droit des biens, c'est peut-être dans pas si longtemps, enfin, ça dépend quel est votre programme. Voilà, donc là, vous pouvez aussi télécharger le cas pratique. Alors, comme il semble qu'il n'y ait pas d'autres questions, merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation très claire et pour cet apport et puis aussi pour votre générosité puisque vous mettez tout à disposition. Donc ça, c'est vraiment très, très appréciable. Merci encore. Juste parce que je vois apparaître dans le chat des interrogations sur d'autres épreuves. Donc, lors de la journée de l'INFM, donc qui devrait se dérouler au mois de mars, nous aborderons la certification des autres épreuves. Les documents seront mis en ligne ensuite, mais c'est vrai qu'on a quand même la volonté d'essayer de vous réunir ou de réunir le plus d'entre vous possible pour avoir des échanges. On a créé ce webinaire, donc vous l'avez compris, un peu dans l'urgence parce que pour le bloc 7, il nous semblait important que vous ayez tous les éléments dès maintenant. Pour les autres épreuves, il nous semble que attendre le mois de mars est encore quelque chose d'envisageable. Donc, un petit peu de patience pour le reste. En lisant le chat, je me suis également aperçue qu'il y avait peut-être une méconnaissance ou une confusion entre les deux espaces de ressources qui existent pour le BTS CJN. Donc, nous avons effectivement deux endroits où nous postons des ressources qui sont un tout petit peu différentes. Il y a le site du CRCF, qui est un site de ressources géré par le groupe de l'Inspection générale d'économie-gestion, où là, vous trouvez des ressources qui ont été travaillées ensemble, certifiées et qui sont ouverts. C'est un site qui est ouvert à tous, donc c'est-à-dire aux enseignants des lycées publics et privés sous contrat, mais également à tout le hors contrat. Donc là, on y trouve des textes officiels et des ressources, j'ai envie de dire, dont vous pouvez vous inspirer pour la suite. Et puis, il y a l'espace Via Éduc. Donc, Via Éduc, c'est le réseau social professionnel de l'enseignement de l'éducation nationale sur lequel nous avons créé un espace BTS CJN. Vous pouvez vous y inscrire. Et là, par contre, on est sur un usage collaboratif, c'est-à-dire que effectivement, on remet malgré tout les textes officiels pour que vous puissiez les trouver à différents endroits. Mais ensuite, les enseignants partagent, s'ils le souhaitent, des ressources qu'ils ont dans les cours. Nous, on ne les regarde pas. Voilà, c'est vraiment un espace où chacun partage, où il peut y avoir du dialogue qui peut s'instaurer entre vous et de la co-construction. Donc, on n'est pas sur exactement le même positionnement entre les deux sources de ressources, mais pour autant, il y a des bonnes choses à prendre dans les deux cas. Donc, moi, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à ce que vous alliez consulter ces deux sites, pardon. Et puis, juste un petit point de précision, on vous demande juste sur le site de Via Éduc de bien sûr avoir un positionnement professionnel et déontologique clair, c'est-à-dire que même si ce sont des ressources qu'une collègue vous a transmises, et ben si vous estimez que cette ressource devrait être publiée, essayez que ce soit elle qui la publie et ne le publiez pas en votre nom. Voilà, il y va de la propriété intellectuelle. Il est important de réserver cela. On ne publie pas une ressource d'un autre, on ne s'approprie pas les travaux d'un autre, mais par contre, on incite plutôt cet auteur à publier lui-même sur le site, puisque plus vous aurez de publications, plus on va s'enrichir, plus le dialogue pourra se faire, et plus vous aurez vous aussi d'éléments pour bâtir d'autres ressources et on se simplifie le travail. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Toutes les ressources du webinaire seront sur les deux sites, à la fois sur le CRCF et sur Via Éduc. Oui, bien sûr. Priorité d'abord au CRCF et ensuite sur Via Éduc, mais vous aurez tout très prochainement et vous pouvez encore télécharger donc la présentation qui était donnée sur ce point-là. Anne, je voulais juste m'associer et remercier pour Anan Boulouise et Louise Gautron
du coup tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de le faire et elles ont abattu un travail important en très peu de temps parce que voilà, donc un grand merci à elles pour la qualité de ce qu'elles ont fait. Tu l'as dit, mais je tenais vraiment à le faire aussi. Voilà. Et donc, le BTS CJN, nous le gérons en directoire. Donc, je remercie également Aurélie Prolongeau et Alexandra Mimoff qui ont participé à la réalisation de ce séminaire. Et n'hésitez donc pas à aller sur le site Vieille-Duc et à l'enrichir de tout simplement de vos expériences. Hein. Nous ne regardons pas, encore une fois, c'est un échange entre enseignants. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous remercie d'avoir été présents à ce webinaire. Très bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir.